parti. Bonjour à tous, soyez les bienvenus en direct et en public depuis l'espace Ouest France pour votre rendez-vous, le TVR Ouest France Politique. 5 débatteurs autour de cette table. Merci à tous les 5. Avec mon camarade de jeu Vincent Jarnigon, directeur départemental de Ouest France, nous avons souhaité faire un bilan de ces 1 an de la présidence du chef de l'État Emmanuel Macron. Autour de cette table, par ordre alphabétique, merci à vous Christophe Fouillère d'avoir répondu à l'invitation de nos deux rédactions. Vous êtes le premier secrétaire de la Fédération socialiste dans le département de l'Ille-et-Vilaine. Merci à vous, Carole Grandon. Merci pour votre présence. Vous êtes la référente de la République En Marche dans le 35. Merci d'avoir accepté également cette invitation, tout comme Gilles Penel. Merci à vous. Vous êtes membre du Conseil national du Front National, président du groupe FN au Conseil régional de Bretagne et conseiller communautaire à Fougères Agglomération. Merci à vous, Bertrand Plouvier. Vous êtes conseiller municipal de Rennes, président du groupe Alternance 2020, chef de file donc à la ville de Rennes de l'opposition, mais aussi conseiller régional Les Républicains. Et enfin, merci pour ce tour de table à David Thomas, qui est co-animateur des Insoumis des Champs. Merci à vous 5. Nous avons énormément de questions à vous poser, des thèmes d'actualité. L'Université de Rennes 2, nous allons largement en débattre. Notre-Dame-des-Landes, les cheminots, la Poste, la taxe d'habitation, la CSG, et puis peut-être enfin d'édition, nous parlerons et nous envisagerons européenne et municipale. On va faire un tour de table très rapide, toujours par ordre alphabétique. 1 an de présidence Macron. 3 mots maximum. Christophe Fouillère pour qualifier ces 1 an. Injustice sociale, injustice fiscale, injustice territoriale. Carole Gandon. On agit, on fait ce qu'on a dit. Gilles Penel. Impuissance, hypercommunication, loi des minorités. Bertrand Plouvier. Actif, constructif, vigilant, c'est une attitude qu'on doit avoir face au président de la République. David Thomas. Tout simplement logique d'égoïsme social. Vincent Jarnigon, directeur départemental de Ouest France, pour cette première question, pour lancer les débats. Ça commence fort, c'est bien. Moi, l'actualité à Rennes, c'est la problématique des universités, avec le blocage des examens à Rennes 2 également à Sciences Po. Hier, 300 personnes ont bloqué l'entrée de ceux qui souhaitaient composer. Et également lundi, l'évacuation du hall B de Rennes 2 avec de nombreuses dégradations. Alors, ma première question sera pour vous, David Thomas. Est-ce que vous estimez légitime ce mouvement des blocages des facultés ? Ça peut être légitime puisqu'on n'a pas de discussion, de possibilité de discuter avec ce gouvernement. Donc malheureusement, on va vers une logique qui va vers une certaine radicalité, entre guillemets, avec ces blocages. Des blocages qui existent depuis longtemps, puisque avant qu'ils aient été relayés effectivement dans les médias, dès le mois de février, il y a eu des blocages. Dès janvier, il y a eu des choses aussi. Là, les examens ont pu se passer, etc. Après, moi, je ne peux que condamner les dégradations qui ont existé dans le hall B. Moi, je suis également chargé d'enseignement à Rennes 2. Ça ne me convient pas que, effectivement, ce soit dégradé, etc. Aujourd'hui, on est dans une logique, effectivement, où ces examens sont pour le moment suspendus ou vont être sans doute réalisés de manière numérique. C'est ce qui, sans doute, va être le cas. Après, si c'est la seule solution cette année, parce qu'effectivement, la seule manière de peser d'un point de vue étudiant sur, effectivement, ce gouvernement qui ne veut pas écouter, c'est de bloquer, c'est de faire des choses comme ça. Quand je parle de légitimité, c'est 200 personnes qui votent le blocage de la faculté, ce qui contient 21 000 étudiants. Quand on connaît le calendrier étudiant, l'année universitaire s'arrête mi-avril. Après mi-avril, nombre d'étudiants sont rentrés chez eux. Moi, j'en connais certains, évidemment, qui sont rentrés dans le Morbihan, dans le Finistère, ailleurs, pourquoi pas du côté d'Angers, etc. Donc, dans les campus, il y a beaucoup moins de monde aujourd'hui qu'il n'y en avait lorsqu'il y a eu des assemblées générales avec 3000 personnes, 3500 personnes. On voit réagir, voilà. Bertrand Plouvier. Je trouvais ça totalement légitime, puisque tous les étudiants sont invités à participer à ces AG. Tout le monde peut prendre la parole. Certes, on peut parfois être sifflé, etc. Mais en attendant, c'est une assemblée générale où tout le monde peut venir et le vote se fait de manière totalement qui souhaite réagir. C'est une situation inacceptable. Situation inacceptable que j'ai déjà eu l'occasion de dénoncer il y a plus d'1 mois dans les colonnes de Ouest France, notamment sur le fait que la liberté d'étudier est entravée par une minorité d'étudiants. Vous parlez de 200 étudiants dans une AG, par rapport aux 21 000 qui composent Rennes 2, c'est très peu. Il y a une majorité d'étudiants qui est prise en otage, qui ne peut pas passer ses examens. Il y en a qui n'ont pas pu rendre leur logement, qui sont exposés à des frais supplémentaires. Il y en a qui vont perdre leur job d'été parce qu'il y a une minorité d'étudiants
bien souvent, pour certains qui ne le sont plus, cagoulés, parce qu'en plus ils se cachent, qui détruisent leurs moyens d'étudier. Moi, je trouve cette situation inacceptable. On a une université, qui devrait pouvoir rayonner par la qualité de ses enseignements. Rennes 2 devrait pouvoir être connue mondialement. On la connaît comme Rennes la Rouge, et c'est bien dommage. Cette situation est inacceptable. Rennes est une ville universitaire, 20% de notre population sont des étudiants. Nous sommes dans les 15 premières agglomérations à avoir le plus d'étudiants. Donc, respectons notre vie universitaire, respectons nos étudiants et respectons la liberté d'étudier. Gilles Penel. C'est l'une des facettes du bilan de M. Macron. C'est la loi des minorités qu'on laisse s'installer en France. On vient de le dire, ce sont des minorités d'extrême gauche, il faut appeler un chat, soutenues par la France insoumise, on l'a bien compris, qui empêchent 20 000, 22 000 étudiants de travailler tranquillement. Moi, je m'étonne que lorsqu'on procède à l'évacuation de Rennes 2. Pourquoi on n'arrête pas les gens qui ont commis ces dégradations? On les connaît, ces gens-là. On les connaît, ils devraient être punis extrêmement sévèrement. Alors c'est la loi des minorités devant laquelle capitule le gouvernement actuel. Il capitule à Notre-Dame-des-Landes, il capitule dans les banlieues noyautées par les islamistes. C'est la loi des minorités qui s'installe. Il est le temps que le calme revienne, que la loi revienne, que les honnêtes citoyens retrouvent la sérénité. Mais moi, la responsabilité première, je vais vous dire clairement, pour moi, c'est le gouvernement, c'est la préfecture, parce que tout ça, c'est bien évidemment clair. Le gouvernement laisse se développer une situation explosive dont il paiera lourdement les conséquences. La police est intervenue quand même. Mais la police, elle est paralysée dans ce pays par un gouvernement qui n'ose pas aller jusqu'au bout de la logique. Quand on a face à nous des casseurs, des gens qui cassent du matériel payé par les contribuables, des gens qui détériorent, on n'a pas à prendre de gants pour les mettre hors d'état de nuire. Alors Carole Gandon, vous avez signé une tribune sur les vrais enjeux de l'université rennaise. Vous entendez les propos des uns et des autres et on entendra Christophe Fouillère après. Il y a la loi OR qui est vraiment au centre aussi des débats sur cette réduction ou non de l'entrée en université et on pense aux années futures. Vous réagissez de quelle manière? Évidemment, je ne peux pas souscrire aux propos de M. Thomas. Les personnes qui perpétuent ces actes de pillage, de violence, de blocage, ces personnes-là n'agissent pas pour le bien commun. Ils ne défendent pas une vision du monde. Tout ce qu'ils cherchent à faire, c'est l'apologie du chaos. Et pour moi, il faut être extrêmement ferme vis-à-vis de ces personnes. En ce qui concerne la loi OR, de fait, elle répond à deux problématiques. Un, le défi démographique auquel sont confrontées les universités, puisqu'elle va consacrer 1 milliard d'euros d'investissement pour créer des places supplémentaires, notamment dans les filières les plus plébiscitées, en BTS, en DUT. Il y a 19 000 places qui ont déjà été financées pour la rentrée de septembre. Et puis elle répond aussi à une autre problématique qui est fondamentale, c'est celle de l'échec des étudiants. Aujourd'hui, ce sont 20% des étudiants qui sortent du système universitaire sans qualification, sans diplôme. Sur l'Académie de Rennes, c'est 50% d'échecs en première année de licence. Donc le service public d'orientation qu'on veut mettre en place, il va permettre aux lycéens de mieux choisir leur filière. Et d'ailleurs, ils le plébiscitent. On le voit, les familles, les lycéens, les chefs d'établissement sont satisfaits de Parcoursup. C'est un progrès pour eux. Donc il faut tenir bon sur cette réforme qui va se déployer. Et sur la problématique de Rennes 2, 4 députés de La République En Marche ce matin s'étonnent aussi de la passivité de la présidence. Et vous avez aussi, en début de semaine, interpellé les élus locaux. Alors moi j'ai interpellé les élus, les présidents d'universités et d'établissements en effet sur la problématique du rayonnement de l'université rennaise et sur sa gouvernance. Il ne s'agit pas de venir donner des leçons ou voilà, je prétends pas détenir la vérité, mais simplement mon intention était de donner une impulsion politique pour revisiter et repenser la stratégie universitaire rennaise qui, de mon point de vue, n'est pas à la hauteur d'une capitale régionale et d'une métropole européenne, de la métropole européenne que nous sommes. Et le président de l'université de Rennes 2 était devant les élus communautaires de Rennes Métropole hier soir. Exactement, ça a donné lieu à une discussion et je me félicite que du coup cette tribune ait eu un impact puisque ça a incité le président de l'université à défendre sa position et il y a eu un débat au sein du conseil métropolitain avec un vœu qui a été adopté sur ces sujets. Avec un vœu. Christophe Fouillère. Pour ma part, il faut être très clair. Les blocages d'examen, les dégradations dans l'enceinte universitaire ne sont pas légitimes et doivent être condamnés et réprimés au titre du maintien de l'ordre public et d'un caractère pacifique et posé dans l'université. L'enjeu immédiat, c'est que les étudiants puissent passer leurs examens dans les conditions les meilleures de sérénité pour valoriser leur année universitaire. Mais si nous focalisons sur les blocages, et on a
clairement une réalité aujourd'hui qui est assez brutale à gérer. Il ne faut pas sous-estimer l'enjeu de la loi OR et de Parcoursup. On remplace une sélection par tirage au sort dans des filières en tension par un système généralisé de sélection opaque et pour lequel les universités n'ont pas les moyens de le mettre en œuvre. Je vais terminer. Vous citez, Madame Gandon, 1 milliard d'euros. Il faut être très clair, c'est 1 milliard d'euros sur le quinquennat, soit 200 millions d'euros par an. C'est très nettement insuffisant pour accompagner l'augmentation de la démographie universitaire. 40 000 étudiants en plus. Jamais un gouvernement n'avait investi autant dans l'enseignement supérieur. Et la sélection, pardonnez-moi, mais elle existe déjà. C'est la sélection par l'échec. Aujourd'hui, vous le savez bien, on a un système à 2 vitesses avec des grandes écoles qui attirent les étudiants et les élèves des catégories les plus aisées, et puis des universités où on accueille tout le monde sans différenciation, avec des étudiants qui viennent de milieux modestes, qui sont mal orientés et qui échouent. Donc notre objectif, c'est de mettre une sélection de fait avec une orientation, avec une information, une transparence pour que les étudiants et les élèves fassent leur choix en connaissance de cause. S'ils veulent aller dans une filière tendue, ils le font, mais ils savent qu'ils devront se battre pour réussir dans cette filière. Avant, c'était le hasard. Le problème, permettez-moi de dire Alors, on va essayer de faire vraiment tourner la parole. Mais sur le mot opaque, vous avez employé le mot opaque, Carole Gandon, et puis Gilles Pénel, puis vous poursuivrez. Non, sur le mot opaque. Non, absolument pas. Il y a une transparence des Les critères, décisions ne bien sont sûr. pas Moi, je crois que décisions ne sont le pas problème de motivées. l'université est mal posé. Nous payons aujourd'hui l'idéologie des 80% d'une classe d'âge au bac. Il faut d'abord réformer le lycée. Ce n'est pas normal que tout le monde rentre à l'université. Il faut revoir le système secondaire en France, à l'issue du collège, orienté vers des filières professionnelles qui donnent de vrais métiers ou des filières technologiques, et réhabiliter le bac qui doit être quelque part la vraie sélection. Et moi, je ne suis pas forcément favorable à une sélection à l'entrée dans l'université. Mais tant qu'on aura un système qui conduit l'ensemble des lycéens vers l'université, on aura cette situation. Il faut donc revoir l'enseignement secondaire. On n'en entend pas du tout parler. C'est un échec La réforme flagrant. du bac, on en C'est a un parlé. échec flagrant. J'en sais quelque chose. J'ai enseigné 35 ans en lycée. Le lycée aujourd'hui conduit tout le monde au bac. C'est une désillusion totale quand ces étudiants, comme vous l'avez dit, madame, eh bien, 1 sur 2 échouent en première année d'université. Vous portez tous une immense responsabilité dans cette situation parce que vous avez tous adhéré à ce mythe de 80% d'une classe d'âge au bac. Bertrand Plouvier, les Républicains. La réforme de l'éducation, c'est la mère de toutes les réformes. D'ailleurs, on parle de réforme de l'université, vous parlez de réforme du lycée, on pourrait aussi parler de la réforme de l'école primaire, de l'école secondaire, maternelle, toutes. Parce Mais que le lycée, la c'est base... avant l'université. Oui, l'école primaire est avant le Oui, lycée. d'accord, mais Donc il n'y a pas de souci. il y a 20 ans d'écart, cher ami, 20 ans d'écart. Oui, c'est peut-être ce qui nous sépare. Oui, d'ailleurs. oui, c'est peut-être ce qui vous sépare, mais vous avez 20 Voilà. ans de retard. Donc, oui, sûrement. Mais nous, vous accusez tout le monde, mais vous n'avez jamais été... Mais justement, Oui, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs. pas aussi. de responsabilité. Vous emportez une responsabilité Mais c'est immense. facile. Oui. Vous savez, c'est toujours un positionnement qu'on peut avoir, crier, avoir de la décibel, ou essayer de trouver une solution. La réforme de l'éducation, moi quand j'étais étudiant en première année de droit, on avait 40% d'échecs en DUG de droit. 40% de taux d'échec au DUG. Effectivement, il y a eu 80% d'une classe d'âge au bac avec Jospin, cette volonté. Et on poussait les étudiants à aller vers le bac et on a dévalorisé les filières manuelles. On est tous d'accord pour le dire. Vous êtes conseiller régional, tout comme moi. On défend à la région une formation, l'apprentissage, les métiers manuels, la transmission, l'outil à la main des associations qui existent. Et ça, on est tous d'accord pour le dire. Donc maintenant, on le fait. Pourquoi on continuerait d'aller faire des tirages au sort comme dans les facs de sport? Pourquoi on continuerait d'aller pénaliser des étudiants qui ont d'excellents dossiers, qui ont travaillé toute l'année et qui se font pénaliser parce que, pas de chance, le tirage au sort leur porte pas bonne Alors, chance. vous êtes pour la réforme du gouvernement. Ah, moi, je suis pour la réforme. Vous êtes Macron Exactement. compatible. on Non, savait, c'est pas une on question. savait. C'est pas une question. On verra ça à la Je vais fin, on être- on posera va la être très question à la honnête. fin, On on va être verra. très honnête. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, a contribué à écrire mes réformes pour l'école d'Alain Juppé. C'est une question de cohérence. Non, mais L'éducation c'est est une bien. question de Moi, cohérence. je suis juste allé chercher les chiffres de, par exemple, vous parliez en droit pour le premier semestre, 18% ont eu 10 et plus. 18% sur 1400 première année. David Thomas. Oui, moi ce que je voulais revenir là-dessus, c'était sur le tirage au sort. Le tirage au sort, ça concerne 0,9% des étudiants. C'est pas 90% des gens. Et c'est dans des filières en tension. Le problème de tout ça aujourd'hui avec Parcoursup, c'est que malheureusement, ce qui risque de se passer, c'est que des gens qui vont avoir voulu aller en STAPS, en économie ou je ne sais quoi, des filières en tension, vont se retrouver en breton ou je ne sais en quelle matière. Et ils n'ont pas envie du tout d'étudier ça. C'est voilà. Mais moi, je prenais mon exemple tout à l'heure. Non, je prenais mon exemple tout à l'heure. L'exemple est très
mon truc est très simple. Moi, j'ai été étudiant et j'ai été pas très bon au lycée. Je suis rentré à la fac, presque pas par hasard, mais j'avais 10,00 au bac. J'ai pu faire 4 ans d'université. 10 améliorables. 10 améliorables, exactement. Et j'ai pu donc faire 4 ans d'université. J'en suis sorti en ayant une maîtrise d'histoire. J'ai pu y rentrer comme ça. Aujourd'hui, si j'avais eu cette moyenne-là en terminale et ce bac ric-rac, j'aurais pas pu rentrer. De quel droit peut-on refuser à ces gens-là de rentrer à l'université? C'est pas logique. Ça n'a aucune logique. L'université, ça reprend le terme universalité. C'est pour tout le monde. Alors là, on parle de la problématique des universités. Et en Et puis Bretagne... Christophe Houillard, qu'on n'oubliera pas non plus, qui c'est avait vrai. été un peu stoppé dans le déroulé quand même. Ma Voilà. démonstration, mais je rebondis sur le débat. Nous avons eu un très bel exemple de la pensée magique en marche. Il y a une sélection sociale, dans les faits, personne ne le nie, dans l'accès à l'université, à l'enseignement supérieur en général. Le dispositif va légitimer politiquement cette sélection. Donc on fait d'un problème une légitimité et un processus légitimé par une loi. Deuxième exemple sur la pensée magique, rien n'a été fait avant pour l'université. Enfin, je tiens à rappeler quand même que dans le quinquennat précédent, certes, on aurait sans doute pu mieux faire sur les crédits alloués à l'université, et ça je le reconnais volontiers. Un gros effort a été fait pour permettre l'accessibilité sociale de l'université à travers la revalorisation des bourses étudiantes, à travers le plan logement étudiant. Et donc les gouvernements précédents n'ont pas chômé sur cette question. Alors, non, mais simplement pour réagir à ce que vous disiez sur la Sur la sélection. pensée magique. Sur la sélection, concrètement, il y a deux façons de faire réussir des étudiants, des élèves dans un parcours. C'est soit on les sélectionne à l'entrée, et on a du coup une classe qui est homogène et on peut délivrer le même enseignement à tout le monde. C'est ce que font par exemple les classes prépa. Et ça fonctionne bien. Soit on ne sélectionne pas, on ouvre à tout le monde, et auquel cas on doit individualiser la formation. Aujourd'hui, l'université ne fait ni l'un ni l'autre. Et donc effectivement, on se retrouve avec des élèves qui ont des niveaux très éparses de connaissances du monde du travail, de réseaux sociaux, enfin au sens premier du terme, relationnels, qui leur permettent de décrocher des stages, d'avoir l'information, d'avoir accès à des informations sur des métiers. Et de fait, ces gens-là sont laissés sur le bord de la route. Est-ce que c'est... Alors on va Là, maintenant, dans les CV, on doit justement pouvoir mettre qu'on fait des stages, etc. etc. Donc, c'est-à-dire que là, il y a un déterminisme social qui existe aussi. Alors, on a beaucoup Vous avez parlé, parlé s'il vous plaît. d'apprentissage. Il ne vous aura pas échappé que ce gouvernement, justement, met le paquet sur l'apprentissage parce qu'on note que les apprentis ont un taux d'insertion dans l'emploi qui est excellent, avec des niveaux de rémunération qui sont excellents, et que c'est un vrai levier pour l'emploi. On a beaucoup parlé des universités. Pratiquement 18 minutes. Voilà. Moi, je vous pose une question. Aujourd'hui, on manque de bouchers, on manque de boulangers, Ouais. et la Société des transports de Bretagne cherche 1500 chauffeurs routiers. Oui, c'est ce que je vous disais. Donc ça, On c'est fait bien, comment c'est On bien fait l'université, comment mais comment on Non, fait pour c'est ce que je vous ai dit. voir, il y a plein Eh bien, d'emplois. C'est ce que je vous ai dit tout eh à bien, l'heure. on oriente a une avant l'université. dévalorisation. On a une dévalorisation des métiers manuels qui a été fait depuis des années en France. Il y a des entreprises à Rennes qui organisent Oui, mais- des escape games pour Oui, trouver essayer des de trouver. salariés. Donc on en Exactement. arrive à faire du ludique pour Mais on cherche, vous pouvez regarder, vous allez à Pôle emploi, vous avez des dizaines et des dizaines d'offres d'emploi dans les métiers la restauration. de bouche, la restauration, Principalement les métiers avec manuels. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi? Parce que pendant des années, ça a été la punition. Vous sortiez de classe de 5e, on vous orientait, on vous disait, non, si tu travailles pas, tu vas aller en 4e CPPN, qui était une classe préparatoire, un peu technique, et on évacuait, on Et commençait pour à tous ces évacuer. métiers-là, Et tout ça parce qu'on a dévalorisé. Quand on convoquait les parents sortis de 3e, on disait à leurs parents, aux enfants, non, votre enfant, il ne peut pas aller en seconde, il va falloir qu'il fasse un BEP. C'était vécu pendant des années comme une punition, comme quelque chose de sale. alors Un peu honteux, quoi. Un peu Enfin, honteux. je- Et aujourd'hui, C'est les mentalités qu'il faut on a faire besoin- changer. Moi, j'ai un exemple. mais je Quand poursuis, j'étais je étudiant- poursuis juste Oui. une question, parce qu'autrement, ces métiers-là, ils sélectionnent aussi. Oui, Donc, mais derrière... pour être boucher, il y a une sélection. Oui, mais on autour- a un pâtissier, excusez-moi. un chauffeur Je vais routier, terminer. donc c'est aussi de la sélection. Je vais juste terminer. 40% d'élèves issus de bac professionnel. Oui, donc il y a une sélection Bien aussi. sûr, elle y est, la sélection. Mais vous parlez de Mais c'est- sélection. Regardez, les étudiants de Sciences Po à Rennes. Pourquoi qui sont on ne en devrait grève. pas sélectionner C'est pour extraordinaire. l'université? Ils sont en grève aujourd'hui, à Sciences Po à Rennes, ils sont en grève contre la sélection. Eux-mêmes sont rentrés sur concours. Donc il faut qu'ils soient logiques. Et c'est plutôt même préoccupant. C'est-à-dire- et sur les métiers manuels, on doit aujourd'hui, il existe une association, et ça a été très développé dans le pays de Vitré. Vous en avez un très bel exemple à Vitré, et notamment à Châteaubourg, l'outil en main. Et ce sont des anciens artisans, des anciens salariés des métiers manuels qui viennent tous les mercredis
transmettre leur métier, leur savoir pour justement les enfants de 6e, 5e. C'est le système éducatif qui est à revoir oui, selon vous? exactement. On va pas refaire le... Moi, je Non, pense qu'on a une conversation et un débat d'ailleurs sur ces universités qui tourne autour d'un mot qui est le mot sélection. Moi, je trouve que la sélection, c'est pas forcément si mauvais que ça. Elle existe dans la vie, la sélection. Et on voit tout de suite ce mot de sélection qui serait pour certains négatif. Mais la sélection, malheureusement, elle existe dans la vie. Donc, non, je ne suis pas Macron compatible. Par contre, je voulais vous dire Sur l'université, c'est le cas. je voulais vous dire une chose par contre. Ce qui est extraordinaire avec les Républicains, c'est qu'à chaque fois qu'ils sont dans l'opposition, ils viennent nous donner les recettes qu'ils n'ont pas mis en pratique lorsqu'ils étaient au pouvoir. Qu'est-ce qui s'est passé sous Sarkozy ou même sous Chirac avant sur la réforme de l'apprentissage? Rien. Vous avez contribué à dévaloriser le travail manuel en France quand vos amis étaient au pouvoir. Donc vous êtes aujourd'hui totalement discrédité pour nous venir raconter qu'à Vitré ou dans votre cursus scolaire, il s'est passé des choses. On va peut-être changer maintenant de sujet, parce que ça fait 20 minutes qu'on fait sur les universités, c'est très, très intéressant Oui, d'ailleurs. et dans 5 minutes, nous marquerons une toute petite pause. Alors, on enchaîne sur les colères. Aujourd'hui, il y a plusieurs colères en France. Une qui est juste à côté, c'est Notre-Dame-des-Landes. Donc, encore ce matin, les gendarmes sont intervenus pour évacuer des gens de Notre-Dame-des-Landes. Alors, c'est vers vous que je me tourne, David Thomas. Est-ce que là aussi, les occupations de ces terrains sont légitimes alors que l'aéroport est abandonné et parce que des agriculteurs ont été conviés à reprendre les terres, mais il y a encore des gens qui estiment que ce n'est pas légitime. Alors moi, je vais résumer ça relativement facilement. Il y a encore 3 mois, 4 mois, on nous disait que ces terres-là devaient être absolument un aéroport. Ça a été abandonné très bien. Et maintenant, ces terres-là doivent absolument, et pour plein de gens qui étaient pour l'aéroport, redevenir absolument des terres agricoles. Le truc, c'est qu'il n'y avait rien d'urgent à faire intervenir la gendarmerie. C'était pas urgent du tout. On pouvait discuter. Parce que là, il n'y a pas eu de temps de négocier, de discuter. Sincèrement, quand on voit Assipa, quand on voit ce qu'a fait Assipa, eux, ils sont maintenant, eux, ils veulent plus des... Voilà, mais eux, ils sont très calmes. Le truc, c'est que les plus extrémistes sont partis relativement rapidement, sincèrement. Par contre, il y a eu des destructions, notamment la ferme des Sans-Noms, qui a cristallisé de la colère parce que c'était un endroit symbolique. Et ce moment-là a fait que des gens qui n'étaient plus dans cette lutte-là sont revenus se solidariser autour de tout ça. C'était quoi les termes du débat? Regardez, par exemple, la ferme des Sans-Noms, c'était un projet collectif. Vous avez déterminé que c'était simplement des projets individuels qui devaient être présentés. Où était le problème de présenter des projets collectifs? Pour moi, c'est en l'état actuel du droit français, vous avez besoin d'avoir une responsabilité juridique qui porte sur des personnes. Vous pouvez créer autre chose, vous pouvez créer un GAEC, vous pouvez créer des choses comme ça, par exemple. L'état de droit français. Enfin, vous êtes obligé de vous inscrire dans un cadre. Pourquoi ne pas avoir fait comme sur le plateau du Larzac? La cause de l'occupation initiale, c'était l'aéroport. À partir du moment où la décision est prise de ne pas faire cet aéroport, eh bien, les personnes qui sont sur place doivent s'inscrire dans le droit. Et il était tout à fait normal. Et en plus, on avait annoncé, au moment où Édouard Philippe avait annoncé sa décision, il avait donné une deadline pour l'évacuation. Elle n'a pas été respectée par les occupants. Eh bien, évidemment, les forces de l'ordre sont intervenues. C'est simplement Gilles Penel. Je rappelle sur ce dossier que notre position, il aurait fallu évacuer la ZAD avant de prendre la décision. Voilà, ça n'a pas été fait et aujourd'hui le gouvernement est embourbé. Je constate d'ailleurs que ces pseudo-écolos qui viennent nous parler des petits oiseaux de la nature ont transformé la ZAD en décharge à ciel ouvert. Il suffit de regarder les photos de ce qu'ils en ont fait. C'est une honte ce qu'ils ont fait là-bas. Ce sont des gens qui viennent de très loin, ce sont peut-être vos amis. Moi, je suis du côté des gendarmes. Et je voudrais dire une chose. Est-ce que vous savez, c'est le Canard enchaîné qui l'a révélé. Cette opération des gendarmes, où finalement les gendarmes ne font pas grand-chose parce qu'ils sont brisés par les ordres du gouvernement, elle coûte 400 000 € par jour aux contribuables. C'est pas moi qui le dis, c'est le Canard enchaîné. Pourquoi? Pour aucune raison. Je constate que les négociations actuelles, le gouvernement est en train d'accorder à des gens qui se sont installés illégalement, totalement illégalement, des avantages que les agriculteurs n'ont pas lorsqu'ils font un dossier d'installation. C'est vous capitulez devant la minorité. Ceux qui acceptent vous capitulez devant la violence. Alors moi, c'est juste. Mais attendez, parce qu'il nous reste 2 minutes. On aimerait vous entendre. Il ne s'agit pas d'un avantage. Ceux qui répondent aux appels à projets le font dans le cadre du droit. Voilà, et ils sont tout à fait légitimes pour le coup. On va continuer après. Pourquoi ce droit n'est pas si facile pour les agriculteurs, les vrais agriculteurs? Pourquoi? Non. Alors, Bertrand Plouvier, il nous reste 1 minute 30 avant de marquer une pause. Donc tous les deux. Sur Notre-Dame-des-Landes, pendant des années,
Il y a eu 160 décisions de justice, un référendum organisé, puis après il n'était plus possible. Consultation par référendum. Bon, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que tout le monde attendait deux choses. Attendait qu'enfin quelqu'un prenne une décision et qu'ensuite on évacue la ZAD. Donc c'est ce qui s'est passé. La décision a été prise, mais la ZAD n'a pas été évacuée. Elle n'a pas été évacuée comme elle aurait dû l'être. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on aurait dû avoir une parole et des actes forts. Maintenant, c'est derrière nous, on doit évacuer la ZAD, on doit évacuer Rennes 2 de la même manière. Alors, Christophe On est Fouillère. dans un état de droit. On est dans un état de droit. Les Christophe règles Fouillère, doivent être 45 secondes. Christophe Fouillère, le gouvernement précédent n'a pas évacué la ZAD. Oui. Il n'a pas évacué la ZAD puisque les forces de l'ordre étaient fortement mobilisées dans le cadre de la mise en œuvre de l'état d'urgence et de l'évaluation du campement de Calais. L'opération César, surtout, a été un fiasco. Il faut dire les choses telles qu'elles sont et ne pas travestir les faits. Sur Notre-Dame-des-Landes, moi, 30 secondes, je 30 regrette secondes. que le projet d'aéroport ne se fasse pas malgré la consultation organisée en Loire-Atlantique et malgré l'engagement présidentiel pris devant les Français lors de l'élection présidentielle. Heureusement qu'on ne l'a pas fait quand on voit ce qui se passe. Sur l'occupation à Notre-Dame-des-Landes, nous avons une occupation en dehors de tout cadre légal et fiscal. Il est bien légitime que le gouvernement cherche à trouver un cadre légal et fiscal pour les occupants qui a un projet viable sur le territoire et qu'il évacue par l'usage de la force publique les occupants illégaux sur ce territoire. Merci à vous cinq. Nous poursuivons bien évidemment en Facebook Live, en replay également sur TVR. La discussion se poursuit entre Christophe Fouillère, Carole Grandon, Gilles Pénel, Bertrand Plouvier, David Thomas. Vous êtes en direct et en public depuis l'Espace Ouest France. Les un nom de la présidence Macron. A tout de suite. Alors nous étions avec Vincent Jarnigon, directeur départemental de Ouest France, sur le deuxième volet de cette discussion sur les scolaires, après Notre-Dame-des-Landes. Alors deux autres colères. La première, elle concerne directement Rennes. Donc après 132 jours de grève, la Poste et les syndicats, le collectif de syndicats s'est mis d'accord. Donc les courriers, les milliers de courriers qui étaient en souffrance à Rennes vont pouvoir être distribués. Là aussi, on est arrivé à une situation qui était en tension. Les cabinets d'avocats ont quand même assigné la Poste en référé parce qu'ils ne pouvaient plus travailler. Alors pareil... Ça ne concerne que la Poste de Crimi. Les autres postes, rien n'est terminé encore. Ça discute encore. Je suis passé juste avant de venir à l'émission discuter avec les postiers un petit peu. Vous nous annoncez qu'on ne va pas avoir... En tout cas, ça ne concerne que le bureau de poste de Crimi. Les autres trucs n'ont pas commencé à discuter avec la direction de la Poste. Donc il va encore avoir des mouvements qui vont durer. Et donc ça peut encore durer. C'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. Ils défendent des droits, ils défendent une possibilité, effectivement, de travailler différemment, et de ne pas se faire dicter une manière de travailler. Je pense que c'est totalement normal et légitime de faire ce mouvement de grève. Après, ce qu'il y a, c'est qu'effectivement, j'entends bien les avocats qui vont demander qu'ils assignent la Poste pour récupérer le courrier, etc. Je le comprends tout à fait. Il y a quand même parfois des chômeurs en fin de droit qui ne reçoivent pas leur convocation et qui ne peuvent pas. Et le Pôle emploi leur dit, mais écoutez, vous n'êtes pas venus, donc on vous enlève vos droits. Oui, ça peut également arriver. Mais ça, c'est grave quand même, non? Après, le truc, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de choses dématérialisées. Notamment. Mais le rendez-vous à la Pôle emploi, il n'est pas dématérialisé. Ça, j'en suis pas persuadé. Il y a beaucoup de choses qui transitent par le dématérialisé. Donc il faut fermer la Poste. Donc il faut fermer la Poste. Pas du tout. On n'est pas du tout pour ça. On n'est pas du tout pour ça. Sur le bureau de poste éphémère qui a été installé sur Notre-Dame-des-Landes, le bureau à défendre, le BAD, comme ils l'ont appelé, vous trouvez que c'est cohérent, que c'est légitime En même temps, à partir du moment où des gens reçoivent du courrier, on est censé reconnaître ça comme un début de propriété. Il y avait déjà une distribution du courrier qui était assurée sur la zone. Là, il s'agissait simplement, au nom de la convergence des luttes, d'aller installer les postiers rennais en grève sur la ZAD, avec un bureau de poste à défendre. Donc, oui, mais ça vous semble pas problématique, non, ce mélange des gens, des revendications totalement différentes qui se percutent au nom d'une hypothétique convergence des luttes. Vous pensez vraiment que vous pensez que les postiers qui sont en effet en grève au Colombier, ils ont des choses à défendre et des revendications qui s'approchent de celles des pilotes d'Air France, des personnels d'Air France, par exemple? Pourquoi pas, oui. Alors, expliquez-moi lesquelles. Partage des choses. Je serais curieuse. Ce sont des luttes communes pour obtenir des avancées sociales. Donc voilà, donc je vois pas où est le... Moi, ce qui me gêne, c'est cette instrumentalisation politique de combats qui peuvent être légitimes lorsque des salariés veulent faire valoir leurs droits. Ils ont tout à fait le droit de se mettre en grève, vraiment que c'est de nous défendre des qui négociations. sommes derrière pour dire à ces gens-là de se mettre en grève. Mais vous trouvez ça légitime? Vous venez de me dire soutenez. que vous trouvez ça légitime. Oui, et alors trouver ça légitime et savoir que je n'en suis pas acteur, c'est différent. Bertrand Plouvier, et on va glisser sur le conflit des cheminots aussi. Bertrand Plouvier. On peut comprendre que les personnes veulent défendre leurs conditions de travail, mais moi, ce que
je ne peux pas accepter, c'est que derrière, on pénalise les gens qui se lèvent tôt et qui travaillent. Et que ce soit la Poste, Place de la République, ou que ce soit la SNCF, même dans son conflit, ça pénalise extrêmement, c'est extrêmement pénible pour les usagers, mais pour les entreprises. Et je crois que vous ne vous rendez pas compte du mal, du tort, Je pense que c'est du tort que vous faites, pour certains, pour défendre des acquis. Alors on va enchaîner sur les cheminots. Pareil, la grève perlée continue. Alors surtout le week-end de la Pentecôte arrive, donc il y a un TGV sur deux qui va circuler. On sent que la grève des cheminots, alors il y aura le grand rendez-vous du 26 mai, mais on sent quand même que les gens s'organisent aussi. C'est-à-dire le covoiturage qui fait que ça a moins d'impact peut-être qu'en 95 où à l'époque ça avait bloqué le pays. Peut-être Christophe Fouillard sur cette question-là. Si vous me permettez, est-ce que je suis pas intervenu sur la Poste? Juste une incise, et je vais rejoindre le conflit des cheminots. Nous avons un conflit social interne à la Poste sur les conditions de travail des postiers. Et la négociation aujourd'hui, elle se déroule entre les syndicats et la direction de la Poste. Et des pistes de sortie ont été trouvées, notamment à Crimée, avec une transaction entre les syndicats et la direction. Donc ceci démontre le conflit à la Poste, même si effectivement il y a des conséquences qui sont négatives sur l'économie rennaise et sur les Rennais en général, que quand on négocie, on peut sortir par le haut d'un conflit social. Pour revenir à la SNCF ou à d'autres conflits sociaux, aujourd'hui nous avons un gouvernement qui ne négocie pas, qui ne concerte pas, qui ne dialogue pas avec les partenaires sociaux. Il rencontre les partenaires sociaux pour présenter ces projets, mais il n'ouvre pas d'espace de négociation, d'espace de transaction qui permettent de sortir par le haut des conflits sociaux. Et ceci crée des situations de blocage et augmente les radicalités et le potentiel de violence. Le gouvernement est directement responsable des conséquences de sa pratique politique sur les conflits sociaux. Dès qu'on attaque... Alors Carole Gandon, juste alors un mot. Attendez, Carole Gandon, on est en train de parler des colères, mais ces colères avec les différents conflits, la faute à quoi? Est-ce que Carole Gandon, c'est cette appropriation d'un terme Emmanuel Macron égale président des riches ou des colères? Alors, oui, il y a deux sujets. Je ne peux pas laisser dire qu'il y a une absence de dialogue et de concertation, notamment dans le cas de la réforme ferroviaire. Ça fait des mois et des mois qu'on discute, que les acteurs sont autour de la table, et le dialogue, il est là. Concrètement, cette réforme, il fallait la faire. Elle était indispensable. Et les cheminots eux-mêmes le reconnaissent. C'est le statu quo, qui va casser le service public ferroviaire à terme. Monsieur Thomas, personne ne peut dire qu'il fallait continuer comme avant. Personne. C'est le statu quo qui va casser le service public. Et de fait, les cheminots ne sont pas responsables de la dette de la SNCF, ça c'est très clair. Mais on leur demande un effort pour les nouveaux entrants. En effet, on leur demande de renoncer au statut. Et en parallèle, l'État investit 10 millions d'euros. L'État investit 10 millions d'euros par jour pendant 10 ans pour pouvoir défendre cette entreprise publique qui va rester publique. Et la question du statut des cheminots, est-ce qu'elle peut être posée aujourd'hui en France? La question du statut des cheminots, est-ce qu'elle peut être posée? Quelle utilité de poser pour une équité vis-à-vis des salariés dans ce cas-là, vous estimez qu'un salarié qui rentre dans le cadre d'une convention collective, qui prend en considération les suggestions particulières de son métier, n'a pas le droit à un niveau de protection supérieur que celui prévu par le Code du travail. Vous enlevez tous les dispositifs de compensation de suggestions particulières liées à un métier. Là, les cheminots ont ont des horaires atypiques, travaillent le week-end, ont de la pénibilité dans leur travail, donc il est bien normal qu'il y ait des compensations. Mais il y a une mise en concurrence du secteur qui a été votée sous votre gouvernement, sous les précédents gouvernements. Et cette mise en concurrence, voilà. Juste sur la mise en concurrence. C'est un modèle de société. Gilles Penel. Moi, tout à l'heure, dans les 3 mots que j'ai prononcés pour faire le bilan d'un an de Macron au pouvoir, j'ai dit impuissance. Eh bien oui, effectivement, impuissance à résoudre le conflit des cheminots, impuissance à résoudre le conflit des universités, impuissance à résoudre les conflits de la Poste. Ça, c'est ma première remarque. La deuxième remarque, c'est je pense qu'on prend l'immense majorité des Français en otage parce qu'il y a des directions syndicales en France qui sont d'ailleurs très peu représentatives. Je vous rappellerai qu'en France, le taux de syndicalisation est un des plus faibles de l'Union européenne, entre 8 et 9%. Alors qu'ailleurs, on a des vrais syndicats réformistes. On a des syndicats révolutionnaires en France qui jouent la stratégie du conflit, et ça sert en partie le gouvernement d'ailleurs, parce que le désordre dans la rue sert toujours un peu le gouvernement. C'est pour ça que finalement, sans le savoir, vous êtes un peu complice. Cependant, moi je pense qu'il faut d'abord réformer le dialogue social dans ce pays. Ça, c'est un peu votre jeu, toujours. Non. Il faut, oui, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Non, mais je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Parce que je pense que M. Macron a intérêt
à n'avoir qu'une seule opposition visible, la France insoumise. Parce que Apparemment, c'est un repoussoir, c'est ça Jean-Luc confort. Mélenchon qui a été Mais estimé... ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Je voudrais revenir, il faut réformer le dialogue social en France. Il faut qu'on ait des syndicats qui soient véritablement représentatifs. Et ce qui est inadmissible, c'est que des minorités, des ultra-minorités bloquent des majorités. Et ça, ce n'est pas soutenable. Alors, vous ne m'avez pas répondu, Carole Gandon. Dans les manifestations, on entend Emmanuel Macron, président des riches et des très riches. Vous répondez quoi à ça? Écoutez, c'est une formule. On a en France le goût de la formule. Mais au-delà de la formule, il faut regarder le sens des mots. Président des riches, de quels riches on parle? Est-ce qu'on parle des familles monoparentales qui ont vu augmenter de 30% l'allocation de frais de garde? Est-ce qu'on parle des étudiants qui vont économiser 200 € par an grâce à leur rattachement au régime général de la sécurité sociale? Quand on fait la police de sécurité du quotidien, on ne la fait pas dans les quartiers des riches. Quand on dédouble les classes de CP, quand on dédouble les classes de CP dans les REP, Monsieur Thomas, ça ne profite pas aux enfants des riches. On a ouvert plus de classes, Monsieur Penel, dans la ruralité. Si, Monsieur Penel, on a ouvert davantage de classes. Il y a eu davantage d'ouverture de classes que de fermeture de classes dans la ruralité. Non, je ne suis pas d'accord. Quand on augmente de 50 € l'allocation adulte handicapé, je ne pense pas que c'est un service qu'on rend aux riches. Mais quand on baisse la CSG? Eh bien, c'est un effort qu'on demande en effet aux retraités, et on pourra en parler, ça concerne 20% des retraités les plus aisés au final. Donc concrètement, moi ce que je demande, c'est qu'on ait l'honnêteté intellectuelle de regarder le projet dans son intégralité, au lieu de prendre des mesures isolément, et puis de répéter des slogans qui sont en réalité simplement des petites formules. Voilà. Ce ne sont pas que simplement... Christophe Fouillère. Ce ne sont pas simplement des slogans politiques. Il y a aujourd'hui près de 7 Français sur 10 qui le pensent, et toutes les études d'opinion le démontrent. Et s'ils le pensent, c'est que dans la symbolique politique, il y a un certain nombre de signaux qui leur sont donnés. Sur les études d'opinion, il y a également 40% des Français, ou 42% des Français qui estiment que Macron fait de bonnes réformes, alors que Hollande était à 26% et Sarkozy était à 36%, un an après. Non, mais parce que la justice sociale et fiscale n'est pas au rendez-vous, et que cette politique sociale et fiscale profite aux plus riches. Justement, le plan Macron, c'était quoi? C'était baisse du chômage, réduction forte de la dépense publique? Oui, et c'est priorité donnée à l'école. C'est ce qu'on a fait, en effet, avec l'école obligatoire à 3 ans, avec le dédoublement des classes en CP, la réforme du bac, etc. La formation professionnelle également. Et puis, l'emploi. L'emploi, il est au cœur de notre projet parce que, on l'a dit pendant la campagne, ce qu'on veut, c'est de permettre à chaque Français de pouvoir choisir sa vie. Donc, trouver un emploi et gagner suffisamment sa vie grâce à son emploi pour pouvoir s'émanciper. Donc, les mesures que nous avons prises en matière de fiscalité, par exemple, ce sont des mesures qui visent à restaurer une économie plus forte. Quand on a une économie qui est forte, qui est attractive sur la scène internationale, les entreprises investissent, elles créent des emplois, et c'est ça qui fait fonctionner l'économie, et c'est ça qui nous permet ensuite, en effet, de redistribuer et de protéger les plus fragiles. Bertrand Pouvier, sans avoir un chronomètre, vous avez un peu de retard. Très très courte. Quand j'entends le représentant du Parti socialiste parler de fiscalité, mais attendez, on a eu 5 ans de matraquage fiscal. Vous avez matraqué les familles. Vous avez matraqué les Français. Sont sortis de l'impôt sur le revenu sous le quinquennat Hollande. Mais oui, vous avez matraqué les Français pendant 5 ans. Vous avez mis mis le pays à genoux. Et aujourd'hui, vous venez crier. Mais enfin, un peu de décence. 12 millions de Français sont sortis de Un peu l'impôt de sur le décence, revenu quand même. pendant le Mais quinquennat. C'était juste ce que je voulais ajouter. C'est pas la fiscalité en soi et la pression fiscale au niveau global qu'il faut regarder. C'est sur quoi on fait peser la fiscalité. Quand on décide, en effet, de transformer l'ISF en un impôt sur la fortune immobilière, ce qu'on fait, c'est qu'on réinjecte de l'argent dans l'économie réelle pour permettre aux gens d'investir. Et on lutte contre la rente. Parce que l'IFI... Pas tous ensemble, s'il vous plaît. C'est magnifique. Carole Gandon, L'impôt sur la terminé. fortune immobilière, c'est un impôt qui vise à lutter contre la rente, tout simplement, et à développer l'économie réelle, celle qui crée des emplois. Gilles Penel, rapidement. Je vais vous prouver que fiscalement, vous ne protégez pas les plus faibles. Vous matraquez les automobilistes actuellement. Vous avez augmenté les taxes sur le carburant pour des ruraux, des jeunes qui ont absolument besoin de la voiture, en plus que les trains ne circulent pas. Vous avez matraqué les automobilistes. Et là, qui est touché? Eh bien, ce sont les pauvres, ce sont les jeunes, ce sont les ruraux qui habitent dans des territoires oubliés, celles où on ne dédouble pas les classes, vous savez. Et dans ces territoires, il faut 2 voitures. C'est ces gens-là, allez leur parler de l'augmentation du contrôle technique, de l'augmentation du carburant, de la répression routière qui s'abat en faisant appel à des sociétés privées. Vous êtes, non pas... Tout à l'heure, je voulais réagir, est-ce que M. Macron est le président des riches? Vous avez raison, madame, c'est une formule. Moi, je crois qu'il est le président des privilégiés.
Oui, c'est vrai, des privilégiés d'une caste qui tient. Non, oui, mais vous allez voir que dans les privilégiés, je mets pas seulement des riches. Non, par exemple, quand vous pratiquez la préférence étrangère dans certains quartiers, ce sont des privilégiés. Oui, vous donnez plus d'argent aujourd'hui à un immigré clandestin qu'à un agriculteur. Et ça, il faut le dire, ce sont des privilégiés par rapport à nos agriculteurs. David Thomas. Non, Et Christophe Fouillard. Si vous avez une formule. Les formules, elle vient de chez nous, je crois, déjà, de la présidente des risques, donc ça va aller. Non, après, je complétais effectivement ce que je disais tout à l'heure. On n'a pas d'assurance de cet investissement-là, justement. C'est ça qui peut être, pour beaucoup de monde, je pense, fait que cette expression-là, justement, marque les gens. Si vous n'avez pas d'assurance de dire effectivement on va investir. Le chômage a baissé, il est passé sous la barre des 10%. Les entreprises réinvestissent, il y a un regain de la confiance. Vous avez bien vu les signaux qui sont envoyés à l'échelle internationale. Bien sûr, même dans les secteurs industriels. Ça faisait des années qu'on n'avait pas vu des créations d'emplois dans le secteur industriel. Donc les indicateurs sont au vert et l'objectif, c'est concrètement d'envoyer un signal fort aux entreprises, aux investisseurs, aux entrepreneurs pour leur expliquer que leur donner... c'est pas les riches, les investisseurs, les entrepreneurs. C'est pas forcément les plus riches. Quand j'entends une réaction comme ça, De qui Monsieur Thomas, qui dit on fait des cadeaux aux riches. Quand vous allégez les charges sur une entreprise, vous ne faites pas un cadeau au patron. Vous prenez un avantage pour un employeur qui va pouvoir demain aller créer des emplois. C'est quand même hallucinant de tout de suite dire c'est un cadeau riche parce qu'on va baisser les charges d'une entreprise. Baisser les charges d'une entreprise, on a envie. Les chefs d'entreprise, ils ont envie d'employer. Ils ont besoin d'employer. Mais ils ne peuvent pas, parce que derrière, quand vous donnez 100 euros, de salaire, vous payez 100 euros de charge. Non, de cotisation sociale. De cotisation sociale. Oui, mais c'est énorme. Mais vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Mais vous voyez, très bien, vous jouez sur les mots, c'est parfait. Écoutez, moi je suis chef d'entreprise. Derrière, alors, vous parlez de cotisation sociale, très bien. Oui, le salarié n'est pas une charge puisqu'il est une chance pour l'entreprise. Mais s'il veut être une chance pour l'entreprise, il faut aussi qu'il ait un boulot. Pourquoi on a des gens qui n'ont pas de travail? Parce qu'aujourd'hui, les entreprises sont trop lourdement taxées. Si vous allégez les charges aux entreprises, vous créez l'emploi. C'est ce que nous avons fait, Mais vous les créez l'emploi. C'est ce que justement nous avons fait. Oui, non, mais je réponds à monsieur Thomas. Sur les gouvernements de la droite, alléger les cotisations salariales. Concrètement, ça représente, monsieur Thomas, l'allègement des cotisations salariales, ça représente un 13e mois pour les salariés qui sont au SMIC. Comment pouvez-vous dire que c'est une mesure en faveur des plus riches? Concrètement, 95% des entreprises en France ont moins de 10 salariés. Donc c'est une économie qui repose en effet sur l'investissement et ce sont des petites entreprises qui ont besoin d'avoir de la lisibilité, de la simplicité et de l'agilité. Et là on parle plutôt, des TPE, des toutes petites entreprises. Christophe Fouillard. Les statistiques économiques, c'est pas très sexy, mais ça ne ment jamais. Vous avez un ralentissement de la croissance au premier trimestre 2018. L'INSEE nous dit que ce ralentissement de la croissance est en partie imputable à la baisse du pouvoir d'achat pour les Français. Et ce sont directement les mesures prises dans le budget 2018 en pleine responsabilité par La République En Marche qui entraînent une baisse du pouvoir d'achat réel des Français, qui entraîne un ralentissement de la croissance française. Je regardais les chiffres de l'INSEE et de la Banque Postale. Aujourd'hui, les transporteurs routiers cherchent 1500 chauffeurs routiers, ils ne trouvent pas. C'est incroyable. C'est un autre sujet. Mais on a des statistiques, mais il y a aussi la vérité. Il y a la question de la formation professionnelle, on ne l'a pas évoqué. Il y a une vraie réforme de la formation professionnelle à faire. Et les régions méritent d'être associées réellement à ce débat et à cette réforme. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je voudrais dire un mot sur le chômage parce que on nous abreuve de statistiques. Dans la réalité, les Français n'y comprennent plus rien dans ces statistiques entre les différentes catégories. Et dans la réalité, le chômage n'a pas baissé. Mais aujourd'hui, le problème dépasse le chômage. Il y a des millions de travailleurs, des gens qui ont un emploi, qui sont aujourd'hui des pauvres. Et vous n'en parlez pas de cela. Je reviens tout à l'heure parce que vous avez traité ça avec le sourire. Moi, pas du tout. Moi, je connais des agriculteurs qui ont un métier, donc ils ne sont pas au chômage, qui travaillent 60 heures par semaine, qui n'ont pas de congé, qui n'ont pas de Noël, qui n'ont pas de week-end et qui gagnent en vérité environ 350 € pour 1 sur 2. Eh bien, ça, c'est un scandale. Alors que dans le même temps, un immigré clandestin qui rentre en France, vous lui donnez bien plus d'avantages. Alors oui, le chômage est important, mais parlez-nous aussi de tous ces millions de travailleurs qui se lèvent le matin et qui n'y arrivent plus à la fin du mois parce qu'ils sont taxés de toutes parts et que leur pouvoir d'achat est en train de baisser. Et ça, il n'y a pas de statistiques pour ça. Moi, j'aimerais qu'on parle, quand on parle du chômage aussi, de ces millions de travailleurs pauvres. Thomas, sur Je peux
Oui, voilà, mais c'est effectivement sur ce côté-là, sur les agriculteurs, on entend tout à fait ces colères-là et tout ça. Moi aussi, pour en Oui, mais discuter eux, avec ils ne souvent les brûlent pas de agriculteurs. voitures, ils attaquent pas la police. Ça n'a rien à C'est voir. peut-être pour ça d'ailleurs qu'on Vous savez s'occupe très pas bien d'eux. que quand ils vont déverser des tonnes et des tonnes Non, de choses devant les ils ne sont préfectures pas et tout ça, violents. ça coûte excessivement Ils cher sont à la pas communauté violents. pour nettoyer Ils également. ne sont pas violents, eux. Ils ne sont pas violents. Je les condamne. On devrait condamner C'est autant vrai ce qui qu'ils se votent passe pas pour devant la un France parfois. insoumise, ça c'est clair. On aimerait vous Alors entendre là, ça également. m'étonnerait, On aimerait les vous entendre agriculteurs tous les qui sont 5. avec nous. Alors, il y en a quelques-uns que je peux vous citer, David même Thomas. nommément. Pas de David problème. Thomas. On aimerait vous entendre tous les 5 également sur la taxe d'habitation. Alors, bonne, mauvaise La mesure. suppression de la taxe d'habitation, donc pour Suppression. 80% des Français dans un premier temps, Voilà. puis 100% des Français, avec la problématique de où on va trouver l'argent. Un économiste rennais a estimé à 20 milliards d'euros, entre guillemets, la perte pour l'État. Donc là, on a 20 milliards. 20 milliards sur la, 20 milliards. la suppression Et totale. Christophe Castaner. Et en gros, aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est où on va trouver l'argent. C'est-à-dire, alors, il y a la taxe d'habitation sera maintenue pour les résidences secondaires. Voilà. Il est question peut-être d'un impôt rétrocédé aux collectivités, soit les départements, soit les collectivités. Donc les collectivités auront un nouvel impôt, ils pourront peut-être aussi soit l'augmenter, soit le laisser comme ça. Donc comment on fait Vous pour, en pensez quoi? Cela fait un peu plus de Alors, 3 qui- quarts d'heure qui- d'échange entre vous 5. qui prend la parole? Allez, vous êtes en retard sur le temps de parole. Eh ben, très bien, Bertrand parce que Pouillet. j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, mais c'est vrai qu'après un lui qui a fait la quinquennat, synthèse, alors. après un quinquennat de matraquage fiscal de François Hollande, on peut évidemment saluer toute mesure qui viendrait donner du pouvoir d'achat aux Français. Donc si la suppression de la taxe d'habitation vient donner du pouvoir d'achat aux Français, on le salue. Maintenant, il faut rester vigilant. Vigilant sur quoi? Parce que moi, je suis élu local. Je participe au vote du budget. La taxe d'habitation, le produit de la taxe d'habitation pour la ville de Rennes, c'est plus de 71 millions d'euros. Donc si demain c'est compensé à l'euro près, très bien. Mais il faudra pouvoir le compenser. On parle de pouvoir d'achat des Français. Monsieur Penel le soulignait tout à l'heure. L'augmentation du gasoil, un chiffre. 200 € de taxes payées par un automobiliste qui prend 50 litres de gasoil par semaine. Ça pèse sur un petit budget. L'augmentation de la CSG, ça pèse sur les retraités. Ça pèse sur les... L'objectif de la CSG, c'est que la CSG Oui, mais- augmente, mais la non, taxe mais ça, d'habitation... ça, on le sait, mais c'est- très bien, on va regarder. On va regarder. Donc, toute mesure qui vient donner du pouvoir d'achat aux Français est bonne. Maintenant, il faut voir dans quel cadre. Et pour les collectivités locales, et en tant qu'élu local en responsabilité, je pense honnêtement qu'il faut que ce soit compensé à l'euro près, parce qu'on a déjà eu des grosses baisses des dotations aux collectivités sous François Hollande. Pour Et donc, vous, du coup, c'est là-dessus, une bonne mesure, mais... à partir du moment où elle est compensée à l'euro près. Alors, tout à l'heure, moi, j'ai prononcé dans les 3 mots, vous voyez, j'y reviens, hypercommunication. Ben voilà l'exemple même d'une hypercommunication. On va sur tous les plateaux de télé, dans les soutiens de M. Macron, et on dit on va supprimer la taxe d'habitation. Alors les gens se sont dit oh, c'est extraordinaire, on ne va plus payer de taxe d'habitation. C'est un réel mensonge. Bien évidemment, il faudra compenser. Bien évidemment, il faudra créer d'autres impôts. Bien évidemment, il faudra taxer de nouveau ailleurs. C'est de l'hypercommunication. Mais c'est aussi une deuxième chose qui m'inquiète beaucoup plus. C'est une opération qui vise à affaiblir le pouvoir communal. C'est une opération qui vise à attaquer les communes et la souveraineté du maire. Aujourd'hui, je le sais, dans les sphères du pouvoir, on ne veut plus des communes, on ne veut plus du maire, parce que soi-disant ceci, cela, alors que c'est le mandat électoral que les Français préfèrent. Et je connais, moi, de multiples maires, particulièrement dans les petites communes, qui sont extrêmement inquiets de cette mesure, parce qu'ils ont compris qu'en fin de compte, on voulait leur supprimer ce qui fait leur liberté, c'est-à-dire l'autonomie financière des communes. Je pense que c'est à la fois une mesure de communication qui est malsaine, parce qu'il faudra compenser dans tous les cas par d'autres impôts, et deuxièmement, c'est un sacré coup dur porté au pouvoir Alors, communal, dont je suis l'un des défenseurs. Communication pour vous, Gilles Penel, et pour David Thomas. Moi, je suis dans un état d'esprit où, effectivement, je m'inquiète pour aussi être, moi, en ruralité et connaître pas mal de maires, effectivement, sur ce côté de ne plus avoir, peut-être de ne pas savoir si on va avoir exactement la même somme Parce que d'argent, vous êtes mêmes les dotations. insoumis des champs. Oui, exactement. Faites juste une pédagogie là-dessus. Oui, en fait, il y a à Rennes, effectivement, il y a Vous êtes dans les la insoumis, ruralité. les insoumis de Rennes Métropole, et puis il y a les urbains, insoumis des que vous champs, appelez les champs, qu'on voilà. appelle les champs. Voilà. Pourtant, la taxe, la C'est pas suppression... des voulait rares, faire- s'il on vous plaît. voulait faire de la C'est pédagogie. une vieille histoire de La Fontaine. On voulait exactement. faire de la pédagogie. Donc, voilà. Alors. C'est juste ça. Non, mais après, c'est vrai que c'est s'interroger sur, effectivement, est-ce que ça va être conservé à l'euro près. Bertrand Pouillet parlait effectivement de ça, d'être un élu local et tout ça. Moi, je ne suis pas élu local, je suis simplement dans un conseil de développement à la communauté de communes de Bretagne-Noire communauté. Mais le truc, c'est qu'effectivement, il y a ces questions-là, ces interrogations, effectivement, sur est-ce qu'on va pouvoir avoir l'argent pour avoir des projets, pour pouvoir porter des choses dans nos communes rurales. Effectivement, c'est ça qui
qui interpelle beaucoup. Ouais. Christophe Fouillère. Pas d'opposition de principe à la suppression de la taxe d'habitation et au-delà des 80% initialement prévus, moi je n'y ai pas d'opposition. Par contre, le rapport Richard Burr qui trace un certain nombre de perspectives sur la compensation de la taxe d'habitation nous laisse quand même sur notre faim. Il ne met pas fin à l'injustice fiscale dans la fiscalité locale. Il ne présente pas clairement une trajectoire de compensation qui est de nature, d'une part, à compenser à l'euro près actuellement la perte de recettes fiscales pour les collectivités territoriales, mais qui ne prend absolument pas en considération le dynamisme pour le futur de la compensation. Et enfin, sur ce thème, il y a quand même une question de fond. C'est le lien des citoyens avec leurs élus à travers la fiscalité locale. Et c'est un enjeu pour les élections municipales. Quand nous avons des projets, il faut les financer. Et là, c'est la porte ouverte à une certaine forme de démagogie dans les projets qui vont être présentés aux municipales, puisque, de toute façon, on n'est pas en responsabilité de fixer les taux d'imposition fiscale, puisqu'on n'est pas maître du budget, on peut tout proposer, et de toute façon, on n'aura pas à assumer une augmentation d'impôts derrière. Moi, je trouve que, démocratiquement, ça affaiblit la démocratie locale. Carole Gandon, sur ce domaine que vous portez. Simplement rappeler que, d'une part, c'était un engagement, en effet, de notre président pendant sa campagne, Engagement de campagne. pour la bonne raison que c'est un impôt qui est extrêmement injuste, à la fois au niveau territorial, et puis du fait que les valeurs cadastrales sur lesquelles il est calculé sont totalement périmées, datent des années 70. Donc concrètement, cet impôt, il était injuste. C'est une mesure qui vise à redonner du pouvoir d'achat aux classes moyennes. Évidemment, il faudra en effet poursuivre ce travail sur la refonte de la fiscalité locale de façon à trouver des solutions pour préserver l'autonomie financière des collectivités. On s'y est engagé, on le fera. Je sais que ça peut surprendre, je sais que tout le monde est très inquiet, mais nous tenons nos engagements et je demande un petit peu de confiance, qu'on restaure un petit peu la confiance entre les élus et puis... 8 minutes. Alors, 8 on minutes, va donc rapidement faire un petit tour de table. J'ai une question pour chacun d'entre vous. Allez. Pour Carole Gandon, est-ce que les réformes vont trop vite? Parce qu'on voit bien qu'il y a quand même quelques petits problèmes. Ouais, je pense que, pour le coup, le rythme qu'on a impulsé en ce début de quinquennat, le rythme, l'ampleur des chantiers qui ont été lancés pour transformer notre pays ne font pas débat. Sur le rythme, de fait, je ne pense pas que si vous demandez à un chômeur longue durée si on va trop vite, je ne pense pas qu'il vous réponde que ce soit le cas. Si vous demandez aux parents d'un enfant dans une classe de REP si ça va trop vite, je ne pense pas qu'il vous répondra cela. Il y a une urgence avec notamment la perspective des élections européennes de 2019 à restaurer le leadership de la France au niveau européen pour pouvoir mener les discussions avec nos partenaires en vue d'une harmonisation fiscale, de faire enfin une Europe sociale, d'amplifier la coopération internationale pour répondre aux défis migratoires à l'échelle européenne. Sur tous ces sujets, il y a urgence à restaurer une maîtrise des finances publiques et à relancer l'emploi. Donc pour moi, évidemment, le rythme est le bon. Autre question de Vincent qui fait un... Alors, vous ne débattez pas, Pluvier, donc vous êtes pas de membre, débat sur ces questions. Bertrand Pluvier, vous êtes membre des Républicains. Aujourd'hui, c'est Laurent Wauquiez qui est à la tête du parti. Est-ce que vous cautionnez son action? Qu'attendent de nous les Français? Ils attendent trois choses. Qu'on trouve du travail à leurs enfants, leurs petits-enfants, qu'on leur assure la sécurité. Alors, sur Laurent Wauquiez. Et sur l'éducation. Laurent Wauquiez est dans son rôle de président des Républicains. Et vous êtes républicain. Il vous va bien comme Valérie Pécresse, avec qui je travaille. Valérie Pécresse, avec qui je travaille. À chaque fois. Et j'ai beaucoup de plaisir à travailler avec Valérie Pécresse. Laurent Wauquiez. Ah, mais j'ai répondu. J'ai répondu, mais on peut parler de Florian Philippot. Non, mais on dit quand même... Non. De Jean-Marie Le Pen. Bertrand Pouillet, vous soutenez quand même Alain Juppé, Wauquiez présenté comme à droite de la droite. Est-ce que vous trouvez que Laurent Wauquiez est audible aujourd'hui? C'est le président des Républicains. Je suis adhérent des Républicains. Je suis conseiller régional des Républicains. Je paye ma cotisation en tant qu'élu des Républicains. Il a été élu de manière démocratique en tant que président des Républicains. Oui. Donc vous soutenez... Mais dans un parti politique, on peut avoir aussi des opinions différentes. On n'est pas au goulag, on n'est pas comme au Front National, où si on n'est pas d'accord sur la ligne, on nous éjecte. Alors justement, une question pour le Front National. Non, je vais terminer quand même. Non, parce qu'il vous reste... On ne doit pas, nous, Avez-vous des nouvelles de Laurent Wauquiez? Dans notre position, on ne se lance pas dans une course aux décibels, on est plutôt dans une course à la crédibilité. Alors c'est sûr, on a peut-être pris un peu de retard, mais puisque vous citiez La Fontaine tout à l'heure,
le lièvre et la tortue, rien ne sert de courir, Alors, il faut partir. Vincent. Le Front National. Vincent. Donc, est-ce que Marine Le Pen s'est remise de son échec au débat? Ça a l'air d'être compliqué quand même. Alors, écoutez, vous centralisez le débat sur le débat. Depuis le débat, depuis le débat... Mais est-ce qu'elle va mieux? Non mais attendez, je vais vous en parler. Depuis le débat dont vous parlez, le terrorisme islamisme a frappé en France. Depuis le débat, 150 agriculteurs se sont suicidés. Depuis le débat, des milliers de femmes ont été agressées dans la rue. Et on vient nous parler du débat. Non, les Français veulent entendre parler de ces problèmes. Oui, ça a Le marqué Front la National, campagne. le Front National, vous ne vous en apercevez pas, mais vous allez rapidement le voir. Depuis quelques mois, est en train de se refonder, est en train de se moderniser, est Avec en le train de devenir le un départ de parti, Florent Philippot. est en train de devenir, ben justement, ça y contribue. Il est en train de devenir un parti du gouvernement. Et tout va se révéler aux prochaines européennes. Parce qu'aux européennes, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, la refondation de la vie politique va arriver à son terme. Les républicains vont exploser. Et oui, excusez-moi de vous le dire, parce que les amis de M. Wauquiez vont être très gênés pour faire une liste avec ceux que vous soutenez, c'est-à-dire de M. Juppé. En fin de compte, le Front Alors, National et Marine Le s'il vous Pen plaît, s'il vous plaît. vont s'imposer comme la seule opposition à M. Macron. Et tous ceux qui avaient enterré le Front National vont vivre quelques cauchemars. Bon, une phrase, mais vraiment pas de... Non, mais s'il vous plaît, Une phrase extrêmement courte. Voilà. Ça me fait sourire de vous entendre parler d'Europe et de Marine Le Pen. Vous parlez de terrorisme. Elle était où, Marine Le Pen, quand on a voté Bon, en février 2017, le Mais non, mais renforcement on ne peut pas déborder, s'il vous plaît. Ah non, pour les parce que mesures là, contre on va le faire- terrorisme sur non, non, l'espace non. Schengen? Elle était où? Elle était Non, mais- absente. Sur le débat Tous les Messieurs, vos messieurs, députés messieurs, étaient absents messieurs. d'Europe. Alors c'est 56 minutes. C'est On facile. est, attendez, Non, on mais est c'est à facile. 56 minutes de débat, on ne peut pas déborder d'une heure. Dire on ferait mieux Vincent, si on était là. après, Vincent, C'est une Vincent. question de responsabilité. Une question Vincent. pour Christophe Fouillère. Alors, on change. S'il vous plaît, Une s'il vous question plaît. pour Christophe Christophe Fouillère. Fouillère. Donc, Olivier Faure, aujourd'hui le premier secrétaire du Parti Socialiste. Même question que Laurent Wauquiez, il est difficilement audible aussi. Alors, c'est tout à fait légitime, qui est logique qu'il ne soit pas audible. Nous sortons d'un congrès et nous sortons depuis un mois de ce congrès. Donc c'est une nouvelle figure, il n'est pas forcément connu des Français. Nous avons traversé une grave crise l'année dernière, d'un point de vue politique et interne. Aujourd'hui, il doit travailler pour remettre en route le Parti socialiste. Aujourd'hui, les Français, ils sont orphelins d'une gauche du gouvernement en capacité d'être crédible. La création de génération avec Hamon affaiblit aussi actuellement le Parti Socialiste, vous pensez? Je ne le pense pas. Vous n'allez pas me dire ça, vous êtes le premier fédéral. Non, mais Hamon est dans l'air du temps. Mais Il crée une formation prend politique des- autour de sa personnalité. C'est pas l'histoire du Parti socialiste. Le C'était Parti le candidat du socialiste, Parti Socialiste. il est intemporel. Il représente des valeurs qui peuvent être incarnées par différentes personnes. Benoît Hamon poursuit sa trajectoire personnelle. Nous, on poursuit le projet, l'ambition de progrès social du Parti socialiste. Et enfin, votre dernière question. Alors, sur la France insoumise, donc, est-ce que M. Macron, président de la République, est légitime? Parce que j'ai l'impression, quand on vous écoute, qu'il n'est pas légitime, qu'il n'a pas été élu vraiment par les Français. Nous sommes des démocrates, il n'y a pas de problème. Ah, je là-dessus. sais pas. Donc, si, nous Non, sommes je sais pas totalement- si je sais que si, vous êtes si, démocrate, mais je ne sais totalement pas si vous démocrate. estimez Si, qu'il mais est Il est légitime. légitime puisqu'il a gagné les élections, donc il n'y a pas de problème là-dessus. On ne remet pas en cause ce côté-là. Nous, on dit juste qu'il y a une démocratie des urnes et il y a aussi une démocratie sociale dans la rue, etc. On a juste le droit d'exercer cette démocratie sociale. C'est juste ça qu'on veut simplement faire parler aux gens. Là, pour le 26 mai, il y a un appel avec quand même 42 organisations, donc on n'est pas tout seul. Alors, C'est vous pas avez- la France insoumise Faut qui pas, organise faut pas tout nous ça. mettre des photos de la Donc, Coupe du Monde 98. Hein, Il y a une sur belle la erreur mobilisation. d'Alexis Corbière, ça j'entends Une bien erreur. là-dessus. Bah Une oui, c'est une erreur, erreur. vous êtes sûr? Bah oui, qu'est-ce que Faut je les- vois d'autre? faut les C'est la une faire, erreur. l'erreur. Bah oui, elle est monumentale. Après, il y avait beaucoup de monde. Moi, j'ai été à Paris le 5 mai, il y avait vraiment 40 beaucoup de 000 ou monde. 160 000? Je pense qu'on était autour de 100 000, je pense, sincèrement. Ouais, donc vous Mais étiez voilà. 20 000. Mais on n'était pas. Non, sincèrement, je suis pas ni à la CGT ni dans une autre organisation syndicale où voilà, on avait des chiffres qui, effectivement, on était autour de 100 000 et pas 160 000 Mais comme des ça a été dit. hologrammes? Donc, Étonnamment, il n'y avait évidemment. aucun Black Bloc qui Donc, était présent à la Alors, les fête à Black- Macron. Évidemment, puisque les Comment Black ça Blocs avaient s'explique prévu leur Ils sont truc d'extrême le droite? 1er Vous mai. les aviez laissés à la Ils maison. sont pas, c'est pas nous les Black Blocs, nous ne sommes pas les Black Blocs. Comment vous expliquez Donc, qu'on les a pas vus? On n'a rien à Qu'ils voir ne avec sont- les Black qu'ils ne Blocs. sont pas sortis Donc, le jour de la fête à Macron, alors que sur toutes les manifestations, systématiquement, ils étaient là. Non, pas Comment vous systématiquement. expliquez ça? Même, je peux vous dire, le 23 septembre Moi, je trouve ça 2017, étrange. on avait une grande manifestation à Paris également. Les Black Blocs étaient présents et avaient été exclus par la sécurité de la France Ah, Insoumise, vous avez un bon notamment. service de Donc sécurité, voilà, mais bien d'accord. sûr, ils avaient été D'accord. exclus et on avait reçu d'ailleurs des
les félicitations du préfet de police de Paris par rapport à la tenue de la bonne manifestation. Et en tout cas, 59 minutes de débat. Merci à vous cinq. Merci Christophe Houillère, Carole Grandon, Gilles Pénel, Bertrand Poulier et David Thomas. Quelque chose me dit que dans les prochaines semaines, les prochains mois, nous nous retrouverons toujours pour ces débats en direct et en public depuis l'Espace Ouest France. Grand merci au public très nombreux à l'Espace Ouest France pour ces 1 an de la politique Macron. Merci aux 5 débatteurs. Merci à mon confrère Vincent Jarnigon. Et rendez-vous très vite pour un autre débat politique.